Quel panorama, on embrasse Paris d'un simple regard. C'est important parfois de prendre de la hauteur. C'est génial, c'est d'avoir la vue dégagée, d'avoir de la perspective. Ici, on est donc au point culminant de Paris, 130 mètres. Ah. C'est pas très haut, mais bon. Ouais, c'est pas le Mont Blanc, c'est sûr, mais c'est Montmartre. Derrière nous, cet édifice incroyable, c'est le Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Construit sur ordre de la République, la 3e. Oui, oui, il est controversé. Voilà. Et certains veulent le démolir. Ouais. Et vous? Non. Non. Hein? Non, malgré tout, non. C'est là, bon. Voilà. À l'époque des Romains, on venait prier Mars ici. Mars, c'est le dieu de la guerre. Vous avez un dieu, vous? Il faudrait que je prie le dieu de la Seine. Et alors? Il s'appelle comment, le dieu de la Seine? Je ne sais pas, mais il y a une déesse hindoue qui s'appelle Sarasvati. Ah. Et voilà, qui est un peu la protectrice des arts et des musiciens. Bonjour Michael Gregorio. Salut, bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Enfin, on vous retrouve sur scène dans ce nouveau spectacle, l'Odyssée de la voix. Dans cette émission, grâce à vous, on va voyager. On va aussi parler évidemment de ce talent incroyable que vous avez pour l'imitation. Mais avant, on visite le quartier de Montmartre que vous aimez tant. Avec plaisir. Je crois que notre guide nous attend de ce côté-là. On va aller la chercher. Allez. On y va. Montmartre, sans doute le quartier le plus mythique de Paris. Perché dans le 18e arrondissement, ce petit coin hors du temps avec ses rues pavées, ses volets d'escalier et ses passages secrets n'a rien perdu du village qui plut tant aux artistes des 19e et 20e siècles. Une ambiance unique où se mélangent la grande histoire et les petites histoires singulières que nous allons redécouvrir ensemble. Bonjour Cécile. Bonjour Cécile. Salut. Enchantée. Un petit mot avant de partir en balade de cette basilique liée à cet épisode sanglant qui est la commune. Rappelez-nous un peu le contexte. Le projet, à l'origine, naît en 1870. Donc c'est pas la commune, c'est la guerre franco-prusse. Mais il y a déjà cette idée de racheter les péchés, comme si la guerre était une punition divine. Et pour expier ces infidélités des Français depuis la Révolution de 1789, l'idée de créer une grande église sur la butte Montmartre. Le Bateau Lavoir, c'était le quartier général des artistes. Qui fréquentait l'endroit? À l'origine, le Bateau Lavoir, c'est une fabrique de pianos qu'on va transformer dans les années 1880 en une vingtaine d'ateliers d'artistes. Alors c'est un baraquement en bois, hein, et vont venir s'installer toute une série d'artistes. Donc parmi les premiers, Picasso, Max Jacob, Apollinaire, voilà, des poètes, mais aussi des sculpteurs, des peintres comme Braque passent par le Bateau Lavoir. Et c'est dans cet atelier, dans son atelier du Bateau Lavoir, que Picasso réalise Les Demoiselles d'Avignon. Est-ce que vous aimez avoir un lieu à vous, une bulle dans laquelle vous vous enfermez pour créer, ou ça peut se passer chez vous? Ça peut se passer chez moi, effectivement, mais j'ai besoin du coup de recréer cette espèce de bulle. Moi, j'aime bien travailler en équipe, donc j'aime bien rencontrer des gens, qu'il y ait des échanges, donc j'aurais adoré avoir des lieux comme ça, ouais. Non, on y va cool, hein, cette fois-ci, on court pas. Ok, on court pas. Ah non, mais c'est pas possible! Et voilà, c'est du fractionné. On grimpe toujours ici, hein? Bah oui, bien sûr. C'est ça l'avantage. C'est pas exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais des vignes en plein Paris, c'est juste incroyable. Elles sont là depuis quand? En fait, elles sont assez récentes, hein, puisqu'elles ont été ouvertes en 1933. La dernière vigne de Montmartre avait disparu en 1928. Et c'est vraiment le Vieux-Montmartre, la commune libre du Vieux-Montmartre, qui s'est battue pour que ce terrain ne devienne pas un terrain constructible avec des grands immeubles, mais pour qu'on y réinstalle une vigne, de manière en fait à rappeler ce qu'a été la commune de Montmartre. Et il y a toujours une production viticole? Alors absolument. Et tous les ans, vous avez les vendanges et la fête des vendanges. Et il y a du vin de Montmartre produit ici, donc du vin parisien. Qui s'appelle le Clos Montmartre. Michael, est-ce que tu l'as déjà goûté? Eh ben non. Ah bah non, ça c'est pas bien. Hein. Mais c'est l'occasion. Mais c'est l'occasion.
Michael, comédien, chanteur et surtout imitateur. L'imitateur aux 1000 voix, comme on vous surnomme. Voilà. Vous Oh, 1000, c'est beaucoup quand même. J'en ai qu'une. Comment vous vous définissez, vous? Moi, j'ai qu'une seule voix. D'accord. Voilà. J'en ai qu'une seule, c'est la mienne. J'essaye de vous faire croire que j'en ai plusieurs. Voilà, mais en vrai, je n'en ai qu'une. L'imitation, j'imagine que c'est énormément de travail. Comment est-ce que vous avez cultivé ce talent? Quel a été le déclic? Il n'y a pas vraiment eu de déclic. Il y a plein de signes. Comme ça, dès l'enfance, je reconnaissais par exemple les voix des différents comédiens de doublage dans les films ou les dessins animés. Et puis au lycée, j'ai commencé à faire du théâtre et je me suis rendu compte que c'est bizarre. Quand on fait des exercices de vocalise, j'ai des petites facilités. Et puis quand il y avait des personnages qui étaient plus âgés, naturellement, sans vraiment le penser, ma voix se posait différemment et me donnait une espèce de contenance que j'avais absolument pas physiquement. Donc je devais avoir 15-16 ans et j'avais une voix grave sur le plateau qui portait alors que j'étais comme ça. Enfin, ceci dit, je n'ai pas beaucoup changé non plus. Mais voilà. Et petit à petit, j'étais fan de rock, de Radiohead, de Nirvana. Et j'ai commencé à m'amuser à chanter à la manière de mes idoles. Et puis après, les copains écoutent, font « Ah, c'est bien, tu devrais travailler ça, etc. etc. » On vous retrouve enfin sur scène dans votre nouveau spectacle, l'Odyssée de la voix. On voyage avec vous pour essayer de comprendre l'évolution de la voix depuis l'aube de l'humanité. Oui. C'est quoi? C'est expérimental? Non, ça reste quand même c'est un joli prétexte. En fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un spectacle autour de la voix. Et donc au départ, ça devait être une ode à la voix. Et très vite, comme on partait dans tous les sens, est venue cette idée de voyage, de l'Odyssée. Et puis finalement, il y a plein de choses qui sont venues nourrir. C'est comme si on avait tiré un peu sur une pelote et tout d'un coup, tout se déroulait. Donc le cinéma qui fait son apparition avec des références à Chaplin, Michel Legrand, Kubrick évidemment, etc. etc. Et puis il s'est passé quelque chose il y a un an dans ma vie, c'est que j'ai eu un gros problème vocal. Et c'est quelque chose qui a complètement nourri le spectacle. J'ai dû me faire opérer, enfin ça a été un peu compliqué. Mais aujourd'hui tout va bien. Bon, vous enflammez des salles immenses comme Bercy. Je me suis pourtant laissé dire que vous étiez timide. Je vous avoue que j'ai un peu de mal à y croire. Est-ce que vraiment vous vous êtes fait violence au début pour monter sur scène? C'est hyper étrange parce que c'est complètement paradoxal. Dans la vie de tous les jours, je peux être assez timide et réservé, voire peut-être même parfois quand j'étais enfant presque sauvage. Et puis la scène, c'est un cadre à part, donc j'ai pas de problème. J'ai un trac énorme, évidemment, sur scène, et parfois ça peut me rattraper. Mais non, la scène, c'est un endroit pour s'exprimer. On peut faire des choses qu'on fait pas normalement dans la vie. Donc c'est ça qui est génial. Et du coup, je trouve un équilibre comme ça dans ma vie de tous les jours, un peu grâce à la scène. Imaginez, là, pendant toute cette période que j'ai pas joué, je devais être insupportable. Insupportable. Voilà. Dans un documentaire qui vous est consacré, qui s'intitule Michael Gregorio, Le prodige, on revoit cette prestation dans Graines de Star. Vous n'aviez que 16 ans. Vous vous souvenez de ce moment-là? Oui, bien sûr, je m'en souviens. Je m'en souviens, bien sûr. J'ai un trac énorme, beaucoup d'inconscience. Je viens vous présenter un extrait de ma toute dernière émission sur l'Internet. Surfez maintenant! Pourquoi ceux d'Internet sont-ils toujours C'était presque la première fois que je montais sur scène, entre guillemets, comme imitateur. Et c'est à la télé, devant 3 millions de personnes, sur M6, un vendredi soir, je crois. Où je garde un super souvenir de ce moment-là, même si c'était assez douloureux parce que j'avais un trac énorme, j'avais des nausées folles, des maux de ventre. Voilà, et puis voilà, fallait quand même y aller, quoi.
revenir à l'éclat sauvage, forcer les portes, les barrages, de sortir de nous le saccade, sentir le vent qui se déchaîne. Autre moment important, en 2008, vous faites la première partie de la tournée européenne de Céline Dion. Je crois ne pas vraiment me tromper en disant que Céline Dion, a priori, ne faisait pas tout à fait partie de vos goûts musicaux. Ça a été un tournant quand même dans votre carrière? Ça a été important, un passage important? Je pense que c'est un passage très important, puisque ça m'a déconcé plein de trucs dans mon approche de la scène. J'avais toujours peur que ma voix lâche, toujours peur que ça plaise pas aux gens. Et puis finalement, bon, bah là, je me retrouve sur scène d'une star internationale. Enfin, c'est OK de dire ça pour Céline Dion, clairement. Et ça se passe pas si mal que ça se passe plutôt pas mal. Donc je me dis, bon, bah détends-toi quand même. Les gens viennent pas te voir, ils sont tous en train de crier Céline, et toi t'arrives tout petit sur une scène centrale avec des gens partout. J'ai été accueilli, mais tellement bien, et voilà, c'est une artiste extraordinaire, exceptionnelle. Le cinéma vous a souvent fait les yeux doux pour que vous lui prêtiez votre voix. Est-ce qu'il y a un personnage en particulier qui a été très jouissif à incarner? Bah, je prends du plaisir avec tous. L'un des personnages qui m'a beaucoup touché, c'est Mune, le gardien de la Lune. Je veux réparer ce que j'ai provoqué. C'est sérieux comme boulot, mini-rongeur. Je vous laisse continuer votre concours d'ego. On a une planète à sauver! Souvent, c'est des films américains, donc vous ne rencontrez pas forcément les réalisateurs. Et là, il se trouve que les deux réalisateurs sont français. Donc j'ai pu travailler avec eux et c'est une chouette rencontre. For my darling, I love you, and I always will. C'est l'heure à présent de partir à la rencontre du photographe Pierre, qui forme depuis des années un duo inspiré avec son ami Florent. Ensemble, ils ont conquis les mondes de la mode, de la publicité, de la musique. Ils aiment les mises en scène parodiques, les corps en mouvement, les expressions décalées du visage. Et ce regard à double entrée à l'inspiration pop a su séduire Michael. Pierre, c'est vous qui avez réalisé les photos pour la promotion du spectacle de Michael. Comment est-ce que vous l'avez pensé, ce projet? Michael m'a contacté, donc je connais Michael depuis de longues années. Depuis 10 ans, ouais. Ça fait presque 12 ans qu'on se connaît. J'avais déjà réalisé avec Florent donc, cette première photo de presse il y a 5 ans, 6 ans, je pense. 5-6 ans. On avait déjà fait des photos ensemble. Voilà. Il y a 10 ans. C'est ça. Et donc, à l'occasion du nouveau spectacle, Michael nous a contactés. On a beaucoup parlé pendant le confinement, pour le coup. Et au travers de l'univers du spectacle, donc toutes les images qu'il pouvait véhiculer de 2001. Aussi, il nous avait beaucoup montré de vidéos de scène. Ouais, et puis je voulais absolument un portrait de cosmonaute. D'astronaute, avec le cas. Ça, c'était obligatoire. C'est ça, exactement. Bon, comment s'est passé le shooting, vous? Quels souvenirs vous en gardez? Très bon, on s'est beaucoup amusé avec le costume. Mais à chaque fois, avec Pierre et Florent, puisque là, c'est Pierre sans Florent, mais c'est vrai qu'ils travaillent ensemble, ça se passe toujours bien, c'est toujours hyper frais, toujours hyper détente, on s'amuse, on rigole. Alors, vous travaillez à deux avec Florent? Oui. Comment? Alors évidemment, je suis très curieuse. Comment ça se passe? Comment se passe votre duo? Qui a l'œil dans le viseur? Est-ce qu'il y en a un, une fois, l'autre fois? Ou est-ce que comment ça se passe? Tout se mélange. Tout se mélange? Tout se mélange. De la première étape, qui est souvent de la direction artistique, jusqu'à la retouche. Ouais. On fait tout à deux. Sur les shootings, on se passe l'appareil quand on le sent. Quand il y en a un qui veut expérimenter davantage quelque chose, il va le faire. Quand il y en a un qui est un peu plus fatigué aussi, l'autre prend le relais. Il y a une espèce de fluidité. C'est un peu une chorégraphie qui s'est mise en place comme ça depuis 11 ans maintenant. Et vous avez déjà travaillé en binôme, notamment sur l'écriture? Moi, je travaille déjà depuis maintenant 2009 avec Arnaud Lemort. On est un véritable binôme, mise en scène et texte. On écrit et on met en scène ensemble. Puis moi, j'aime ça, j'aime travailler comme en équipe, quoi. C'est assez chouette. Bon, qu'est-ce qui vous inspire le plus dans cet univers de la photographie que vous visitez et réinventez sans cesse? On n'aime pas les choses figées, on aime bien quand on raconte une histoire. Quand on regarde une photo, on aime bien que les gens puissent imaginer l'avant et l'après, ou le hors-champ. C'est des choses qui nous plaisent. Il y a toujours beaucoup d'humour, ou en tout cas une petite pointe de décalage dans nos photos. Beaucoup de mouvements. Et les attitudes, les visages, on n'aime pas quand les choses sont trop posées, quoi.
Vous avez travaillé pendant presque 2 ans avec le couturier Jean-Charles de Castelbajac. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience? C'était fou. C'était dingue. Il était riche, il était généreux et on a appris beaucoup de choses. Alors on a retenu quelques mots de lui, mais l'accident poétique, c'est un truc qui nous a marqué à l'époque. Quand on shootait pour lui, des fois ça se passait bien et tout se passait un peu trop bien en fait. Par exemple, le moment où un mannequin va trébucher ou va tomber un tout petit peu d'une estrade, où en fait il va se passer quelque chose d'hyper naturel et qui en fait va venir raconter encore plus que ce qui était prévu, ou un clignement d'œil pas au bon moment, et on va se dire qu'en fait, ouais, il se passe quelque chose qui n'était pas prévu et c'est ça qu'on voulait. C'est malheureusement déjà le moment de nous quitter. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ce que vous avez envie de me souhaiter. On a convoqué la déesse des artistes, ouais. Donc beaucoup de scènes peut-être. Ah bah ce serait top, on en a bien besoin tous. Merci Mickaël. Vous pouvez retrouver l'émission consacrée à Mickaël Gregorio sur notre site internet. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite. Vite.